Alors bonjour, bienvenue à cette session de formation pour Authenticate. Moi, je m'appelle Pamela, je suis chef d'équipe ici pour l'équipe de formation et je m'occupe bien sûr de la session d'aujourd'hui. Euh, il y a des choses qu'on doit rappeler et savoir au début de la session parce que on reçoit toujours des requêtes pour accéder à la plateforme, des requêtes pour des attestations, etc. Alors, je voudrais immédiatement vous informer que, en premier, moi, je ne m'occupe pas d'envoyer des messages d'accès à la plateforme. Ça, c'est quelque chose qu'on fait si vous contactez directement votre institution ou l'IMIST, ça dépend. Euh, Vous voyez ici qu'il y a des différences entre accès pour les enseignants et accès pour les doctorants, ainsi que lisez ça si vous êtes un doctorant. Lisez ici les limitations. Et après, pour les enseignants, vous pouvez justement euh, contacter l'IMIS de votre institution pour recevoir un message d'accès. D'accord? Alors, encore une fois, je répète, on n'envoie pas d'attestation de participation pour ce type de session. C'est une session de formation et on n'a pas d'attestation de participation, d'accord? Alors, même si vous m'envoyez un message, moi, je ne peux pas euh, vous envoyer une attestation, pardon. Euh, et encore une fois, je ne peux pas vous donner accès à Authenticate. Je le répète parce que à la fin de la session, normalement, on a toujours des questions où on a des participants qui nous demandent euh, quand sera le jour qu'on reçoit l'attestation, quand sera le jour qu'on reçoit accès à Authenticate. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire dans mon équipe. Et je le dis ici, ainsi que tout est clair. D'accord? Alors, on peut commencer maintenant. Comme je vous ai dit déjà, moi, je suis la formatrice pour aujourd'hui, mais on a aussi une équipe de support technique. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez des questions pour ce qui concerne quelque chose qui ne marche pas comme vous attendez, par exemple, c'est notre équipe de support que vous contactez. Il y a un email ici, mais il y a aussi euh, notre site internet où vous pouvez envoyer des requêtes d'aide pour notre équipe de support. Je vous montre où vous pouvez envoyer vos requêtes à la fin de la session. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fera aujourd'hui? Alors, on va introduire Authenticate et vous montrer comment ça marche. Alors, on va vous montrer le compte chercheur ou professeur. On va voir comment ajouter des dossiers, comment déposer des documents, comment interpréter le rapport de similarité et comment interpréter aussi le rapport de détection de l'intelligence artificielle. OK? On reçoit plusieurs questions en particulier sur l'intelligence artificielle. Je vais essayer de vous expliquer tout très clairement. Et si vous avez bien sûr des questions, vous avez la boîte message ici sur Zoom où vous pouvez poser vos questions. La boîte message, c'est la Q&A, OK? Pas la boîte message que vous retrouvez avec la petite boîte, OK? Vous voyez qu'il y a une section avec Q et A, OK? Q&A. Et ça, c'est la section où vous posez vos questions. Parce que si vous posez des questions sur l'autre boîte message, il y aura plusieurs communications entre vous, etc. Et je n'aurai pas l'opportunité de retrouver vos questions. D'accord? Parfois, on a aussi plusieurs questions qui sont les mêmes, qui demandent la même chose. Et quand ça passe, on va justement répondre à une de ces questions. Alors, c'est justement pour clarité. OK? Alors, on a commencé aussi à introduire pour les administrateurs la possibilité de recevoir des emails une fois que, par exemple, la pourcentage de similarité passe une certaine limite. Ainsi que ça,
C'est quelque chose qu'on a lancé, on pensait de la lancer en octobre, mais on l'a lancé hier, ainsi que si vous vérifiez comme administrateur votre compte, vous allez retrouver cette option, d'accord? C'est quelque chose de nouveau. Et alors, et maintenant, moi, je vous montre comment Authenticate marche dans un compte réel. Ce que je voudrais vous dire avant de commencer ça, c'est que quand on parle d'Authenticate et par exemple du plagiat, de similarité, d'intelligence artificielle, alors la plateforme ne peut pas détecter le plagiat, ok? La plateforme détecte la similarité entre vos fichiers et la base de données. Le plagiat, c'est une interprétation des résultats. S'il y a quelqu'un qui pense qu'il y a du plagiat, c'est une interprétation, bien sûr, que vous faites à la base des résultats, d'accord? Mais c'est pas la plateforme qui vous dit s'il y a du plagiat ou pas. C'est vous, après avoir analysé les résultats, qui découvrez s'il y a du plagiat ou pas. D'accord? Ça, c'est important à rappeler parce que je reçois plusieurs questions sous la Q&A ou par email sur ça. Et moi, je vous confirme que la plateforme ne détecte pas le plagiat, elle détecte la similarité. OK? Le plagiat, c'est un jugement que vous donnez après l'analyse des résultats. Et la même chose passe avec la détection de l'IA. Nous vous montrons les parties du texte qui ressemblent à une écriture IA, mais le jugement, s'il y a de l'IA ou pas, c'est à vous d'interpréter. D'accord? C'est juste quelque chose qui est très important de savoir. Alors, maintenant, on peut entrer sur la plateforme. Alors, si vous avez utilisé Authenticate dans le passé, alors je vous dis que maintenant on a une plateforme différente. OK? On va accéder à Authenticate dans notre lien. Le lien, c'est un lien institutionnel et chacun de vos institutions aura accès à un lien pour accéder à Authenticate. Et une fois que vous recevez le message de bienvenue d'Authenticate, vous aurez l'opportunité de cliquer sur un bouton. Le bouton vous porte dans cette page. Vous mettez vos détails et le système va à vous donner accès à votre compte. D'accord? Alors moi, je suis ici sur la plateforme d'Authenticate en anglais. Je vais changer la langue. Si vous cliquez sur votre nom ici tout à bas à gauche, vous allez retrouver l'opportunité de choisir une langue. Entre les langues que vous pouvez utiliser, il y a l'arabe aussi. Mais je vais vous montrer maintenant où on peut le retrouver. OK? Je vais éditer, je vais choisir la langue. Ma langue va être le français, mais si vous voulez choisir l'arabe, il y a ici au bout de la page. OK? Alors, je choisis la langue comme ça. Et voilà. Alors, quand on parle d'un compte chercheur, OK, vous allez voir immédiatement ici, c'est cette icône, voilà, ou la partie au centre de l'écran qui vous dit lancer. Vous n'allez pas voir ces parties ici à gauche parce que ça, c'est la liste des sections qui sont offertes aux administrateurs. OK? Ainsi que comme chercheur, vous allez retrouver vos comptes ici ou au centre de l'écran. OK? Alors, on va l'ouvrir d'ici. OK? Et on va retrouver 4 sections ici à gauche, mes fichiers, partagez avec moi, corbeille et paramètres. Tout ça ici à gauche. OK? Alors, on peut faire deux choses pour commencer. On peut créer des dossiers immédiatement et déposer des fichiers ou on peut modifier les paramètres ici où vous trouvez la section paramètres avant de commencer à déposer un fichier.
Moi, je vous montre les paramètres en premier parce que, bien sûr, si vous commencez à déposer et créer des fichiers, des dossiers et vous n'avez pas modifié les paramètres, il pourrait être que il y a des résultats qui seront influencés par ces paramètres. OK? Alors, si je clique ici, vous allez retrouver, OK, paramètres du rapport de similarité. Alors, vous retrouvez ici la section où vous pouvez voir avec quels repositories vous pouvez comparer vos copies. La base de données globale d'Authenticate contient des publications, contient des pages Internet et contient des œuvres envoyées. OK? Alors, les publications sont divisées par deux. On a les publications cross-ref et on a aussi les publications qui n'appartiennent pas à ce partenariat. OK? Alors, les publications cross-ref aussi sont divisées par deux. Vous voyez, on a les publications qui sont déjà euh, publiées sur l'Internet, dans un journal scientifique, ou pourrait être aussi qui sont des articles de recherche que vous pouvez seulement accéder peut-être par PDF, etc. Mais Crossref nous offre toujours leur copie directement. Et ça veut dire qu'on a toujours peut-être la possibilité de voir la même copie deux fois. Une fois peut-être parce que on l'a au-dedans de notre base de données, parce que on l'a reçu comme PDF directement de Crossref, ou on peut la retrouver sur les journaux en ligne, par exemple, de cet éditeur. OK? On peut toujours, si on a des requêtes officielles, on peut éliminer, par exemple, si vous êtes l'éditeur d'une publication et vous voulez éliminer votre publication euh, de notre base de données, il est toujours possible de nous contacter officiellement pour pouvoir explorer ça. Mais si la publication vient directement de Crossref, vous ne pouvez pas demander l'élimination de cette publication. Vous devrez rejoindre Crossref et parler avec eux. Alors, les restes des publications, comme j'ai dit, des éditeurs qui ne font pas partie du partenariat Crossref. Œuvres envoyées sont une combinaison de deux choses. Alors, il pourrait être qu'on a, par exemple, des fichiers qu'on a déposés nous-mêmes dans notre institution, qu'on a décidé de, par exemple, euh, indexer dans la base de données d'Authenticate, ou aussi des œuvres envoyées par d'autres institutions qui ont décidé de les partager pour vos comparaisons avec tous les utilisateurs d'Authenticate. OK? Et Internet sont les pages Internet qu'on capture chaque jour et qui ont index et retient au-dedans de notre base de données. Ça veut dire que la recherche Internet n'est pas une recherche qu'on fait euh, euh, le jour que vous, par exemple, déposez un fichier. OK? Les pages Internet avec lesquelles vous comparez vos documents sont les pages Internet qu'on a déjà capturées et indexées au-dedans de la base de données. Ça veut dire que s'il y a une page Internet que vous avez utilisée pour citer, par exemple, il y a 3 semaines, et, et aujourd'hui vous cherchez cette page Internet, elle a disparu parce que peut-être la page Internet a été éliminée, il y aura toujours une copie de cette page Internet au-dedans de notre base de données. Parce que nous l'avons capturée et indexée. D'accord? Et ça vous donne toujours l'opportunité d'avoir euh, beaucoup plus d'options pour la comparaison Internet. OK? Alors, exclusion du rapport de similarité, on peut exclure toutes ces sections ici, le résumé, faible correspondance, ça veut dire une succession de mots qui peut être, dans mon cas, 10 mots, ou vous pouvez aller un peu plus loin aussi, 17, 18, 20, etc. Ça veut dire que si vous, par exemple, paramétrez une exclusion de 17 mots, si Authenticate retrouve une similarité entre votre texte et une autre copie au-dedans de la base de données
qui contient une succession de mots similaires jusqu'à 17 mots, ces 17 mots seront ignorés et le système va calculer la pourcentage de similarité excluant ces 17 mots en succession. Pardon. OK? Vous pouvez décider de ne pas utiliser ces exclusions, bien sûr, parce que vous avez dans chacun rapport de similarité l'opportunité de changer d'avis. OK? Ainsi que si vous décidez de, par exemple, n'utiliser pas les faibles correspondances d'ici, si vous changez d'avis, au-dedans de chaque rapport de similarité, vous pouvez décider de commencer à exclure les faibles correspondances directement du rapport. Mais bien sûr, si vous décidez d'exclure quelque chose d'ici, ça va marcher pour tous les rapports et toutes les copies que vous déposez. D'accord? Et vous changez seulement vos paramètres au-dedans de chaque rapport de similarité si vous voulez. Mais bien sûr, ça ne réfléchira pas sur les paramètres. OK? Alors, vous pouvez aussi exclure matériel et méthode, bibliographie, citation directe et indirecte. OK? Si vous enregistrez ici, ça va vous donner l'opportunité de retenir ces choix jusqu'au moment que vous changez d'avis. D'accord? Mais si vous changez d'avis ici, comme j'ai dit, vous changez d'avis pour toutes les copies que vous allez déposer. OK? Dans le futur. Alors, vous avez, comme j'ai mentionné auparavant, il y a l'opportunité de voir l'option des notifications. OK, ça, OK. Et voilà, si vous voulez activer les notifications, vous pouvez le faire ici. Et l'administrateur de compte, comme j'ai mentionné auparavant, peut commencer à configurer ces notifications dans son compte. OK? Alors, une fois que vous avez choisi les paramètres, vous pouvez commencer alors à déposer. Et vous commencez à déposer et à organiser vos fichiers déposés au-dedans de mes fichiers. OK? Alors, si je retourne sur mes fichiers, je retrouve ici, bien sûr, une page où j'ai déjà créé des dossiers et déposé des documents. Mais je vous montre qu'est-ce qu'on fait si on veut créer un dossier et après déposer un document. Alors, vous ajoutez des dossiers parce que vous voulez organiser vos contenus par date, par thème, par sujet, par nom, comme vous voulez. OK? Alors, si par exemple, je suis responsable pour un journal scientifique, peut-être que le dossier prendra le nom de mon journal scientifique, par exemple le journal de Pamela, ok, au journal de recherche IMIST, non? Sinon, si j'ai un dossier seulement pour les chapitres d'une thèse de doctorat d'un étudiant, alors je peux aussi le nommer doctorat numéro 1, Jean Rouge, ok? Et je peux mettre tous les chapitres au-dedans de ce dossier, d'accord? Ça, c'est pour organiser un peu mieux le contenu et pour n'avoir pas justement seulement une liste des fichiers déposés sans pouvoir les organiser. OK? Par exemple, si je n'utilise pas mon dossier, ok, si je décide de déposer des documents sans utiliser un dossier, vous vous retrouverez une liste ici, organisée, ordonnée par date. OK? Et ici, vous allez retrouver que si vous avez, par exemple, 50 documents ou 100 documents, ils seront tous mélangés. Il sera difficile de découvrir si on parle de thèse, si on parle d'articles de recherche, etc. Pour ces raisons-là, il est très utile d'avoir des dossiers. Mais bien sûr, vous pouvez toujours décider de ne pas créer des dossiers. Et ça, c'est absolument quelque chose que vous pouvez choisir comme vous voulez. Alors, mais si vous voulez organiser vos documents dans des dossiers, vous avez l'option Ajouter un dossier. OK? Et on peut cliquer sur cette option et retrouver qu'il y a seulement une option, que c'est le nombre de dossiers. Vous mettez
le nom du journal, de l'étudiant, le sujet, etc. Et une fois que vous ajoutez, vous cliquez sur Ajouter, vous aurez l'opportunité de voir ce dossier avec une icône en noir. Et ça, c'est un dossier créé pour vous et vous pouvez commencer immédiatement à déposer quelque chose au-dedans. Pour déposer quelque chose au-dedans du dossier, vous devez l'ouvrir, cliquez sur le nom du dossier, OK? Et ça vous montre bien sûr une boîte vide. Vous commencez à déposer une fois que vous cliquez sur Charger, ici à droite, OK? Il y a deux options pour déposer. Si vous cliquez sur la flèche ici, deux options, comparaison de base de données et comparaison de documents. Alors, comparaison de base de données, c'est la comparaison classique. Ça veut dire que je clique sur comparaison de base de données, le système me donne une liste d'exigences de fichiers pour la taille, pour les types de fichiers pris en considération, après d'autres exigences aussi pour ce qui concerne l'IA. Et vous décidez, OK, que vous avez lu tout et vous avez bien sûr maintenant décidé de commencer à déposer. Moi, je cherche par exemple un document entre les tests que j'ai ici. OK. Je peux changer ou modifier un peu le titre si je veux. Je peux mettre le nom et prénom de l'auteur. Alors, si je suis par exemple quelqu'un qui est responsable d'un journal scientifique, je reçois des articles qui ne sont pas les miennes. OK. Ne sont pas les miens. Alors, dans ce cas, pour me rappeler qui m'a envoyé quel article, je peux mettre leur nom ici. Alors, par exemple, je mets mon nom. OK. Moi, je suis l'autrice de cet article. OK. Une fois que j'envoie, en réalité, ça veut dire seulement déposer. Et une fois que je dépose, le document apparaît immédiatement au-dedans du dossier. OK, j'attends justement que la pourcentage apparaît aussi. Et une fois qu'elle apparaît, je pourrai cliquer sur la pourcentage et visualiser le rapport de similarité. D'accord? Mais bien sûr, avant de faire ça, on va explorer la deuxième option pour déposer, que c'est la comparaison de documents. Dans ces cas, on compare des documents qu'on a choisis nous-mêmes les unes avec les autres. On n'utilise pas la base de données d'Authenticate pour recevoir le taux de similarité. D'accord? La comparaison de documents me montre que je peux ajouter un fichier principal, mettons ce dossier et ce fichier ici. OK. Nom et prénom de l'auteur. OK. Mettons que, par exemple, vous avez quelqu'un qui vous a envoyé un article de recherche. OK. Mais quand vous le lisez, vous n'êtes pas sûr si effectivement l'auteur a écrit cet article parce que euh, euh, je sais pas, cet article c'est similaire à quelque chose d'autre que j'ai lu l'année passée ou quelque chose qui me paraisse a été déjà publié. Je sais pas où, mais j'ai une idée. Alors, si j'ai une idée, je peux alors euh, avoir accès à ces documents qui, je pense, sont similaires à ce texte. Alors, je choisis les fichiers ici, un maximum de 5, OK? Et je le mets ici. Et la comparaison sera faite et complétée seulement entre le premier document, c'est le document principal que j'ai reçu aujourd'hui, par exemple, et le reste des documents que je pense sont similaires à cet article-là. Ça, bien sûr, euh, veut dire que si vous n'avez pas accès aux documents que vous pensez sont similaires aux documents que vous avez reçus aujourd'hui, vous n'aurez pas l'opportunité de faire ce type de comparaison, OK? Ainsi qu'il est nécessaire pour vous d'avoir accès aux documents que vous voulez comparer les unes avec les autres, OK? Un document principal et un maximum de 5 documents additionnels. Et une fois que je confirme,
je vois aussi que la comparaison des documents a commencé. J'ai reçu le taux de similarité pour le document que j'ai déposé auparavant et j'attends l'autre. OK? Ainsi que on a deux options différentes pour obtenir des rapports de similarité. Comparaison de base de données et comparaison de documents. D'accord? Si je retourne dans la page Mes fichiers ou My Files, OK? Moi, je me retrouve encore une fois à la liste de mes dossiers et je peux toujours décider de déposer au dehors d'un dossier avec euh, avec la même méthode. OK? Je clique sur Charger, déposer, et je me retrouve les deux options. La seule différence est que si je décide de déposer quelque chose au-dedans d'un dossier, les documents seront cachés jusqu'au moment que j'ouvre le dossier. Sinon, si je dépose au dehors d'un dossier, je vais retrouver les icônes en bleu. Les icônes en bleu sont les documents que j'ai déposés au dehors d'un dossier. Je peux toujours les déplacer au-dedans d'un dossier. Par exemple, si j'utilise, je sais pas, ce document-là, si je retrouve ici à note l'option déplacer, OK? Si je clique sur cette option, je verrai la liste des dossiers et je pourrai alors déplacer ces documents au-dedans d'un dossier. Ainsi que même si vous avez décidé de ne pas créer des dossiers et vous vous retrouvez en difficulté, je ne sais pas, après avoir déposé 30 documents, vous pouvez toujours les déplacer et ajouter à un dossier un peu plus tard, si vous voulez. Ça, c'est comment dire, l'opération base pour déposer les documents et les organiser un peu. Si vous voulez partager ces documents avec vos collègues, vous pouvez toujours, par exemple, cliquer sur la boîte près du dossier et vous allez retrouver l'option ici, partager. OK? Et si vous cliquez sur partager, vous allez retrouver cette petite boîte et vous pouvez alors inviter des utilisateurs ou des groupes à visualiser les documents qui ont été déposés au-dedans de votre dossier. D'accord? Par exemple, moi je veux mettre un collègue des miens. OK, je l'invite ici et dans ce moment-là, une fois que je complète cette opération, ok, vous voyez que maintenant ma collègue est une collaboratrice et ce qui a changé dans mon dossier, c'est que je vois l'icône de ce personnage ici. Ça veut dire que je partageais ce dossier avec quelqu'un. Ok? Je peux toujours changer d'avis si je clique sur la boîte près du nom du dossier et je clique sur partage, je peux toujours l'éliminer. Si je clique sur la croix, ça élimine ma collègue. Elle ne pourra plus voir mes documents, OK, et mon dossier. On a une option pour des notifications aussi qu'on avait vu sur les paramètres. OK, voici. Vous pouvez décider un peu les limites. Et après, aperçu aussi. OK, nom du dossier. D'accord? Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez changer quand vous voulez. D'accord? Euh, Si vous avez, par exemple, des dossiers qui ont été partagés avec vous de la part d'un collègue, vous retrouvez ces dossiers de vos collègues dans l'option ici à gauche, partager avec moi. Si un collègue a partagé avec vous, vous cliquez là et vous allez retrouver les dossiers que vos collègues ont partagés là. Et une des avantages d'avoir un dossier d'un collègue ici, c'est que moi, je peux visualiser les rapports de similarité, mais aussi déposer des fichiers dans les dossiers de mon collègue, ainsi qu'on peut vraiment collaborer très efficacement. OK? Alors, si j'ai par exemple déposer les documents et dans ce moment-là, maintenant, je veux les éliminer. OK, je peux toujours cliquer sur la boîte près du nom du document ou nom du dossier et supprimer. OK, cliquez sur supprimer.
et le fichier sera envoyé directement à la corbeille, ok, qui se retrouve ici. Ok, dans la corbeille, je vais retrouver la liste des fichiers que j'ai décidé de supprimer, d'éliminer, ok. Et maintenant, la corbeille n'est pas vide, ça veut dire que je peux toujours restaurer ces documents dans la liste de mes fichiers, documents ou dossiers. Si je décide de les éliminer définitivement, je clique par exemple ici, je peux cliquer sur supprimer définitivement, ok, et ça me donne l'opportunité d'avoir ces documents qui disparaissent immédiatement de ma liste et d'authenticate en général. Ça veut dire que je ne peux pas le récupérer. OK? Alors, ça c'est important parce que, comme vous savez, il y a des limites institutionnelles pour la licence que vous utilisez, ainsi que si vous éliminez quelque chose d'ici et vous, dans une semaine ou 3 semaines, décidez que vous avez besoin de déposer ces documents parce que vous avez besoin du rapport de similarité, encore une fois, ça va utiliser un crédit de votre licence, ok? Un crédit additionnel. Même si le document avait déjà été déposé dans le passé, vous l'avez éliminé, ce document n'existe plus, vous le déposez de nouveau, ça va utiliser un crédit additionnel de votre licence. D'accord? Ça, c'est important à rappeler parce que, comme vous savez, il n'est pas possible de donner des limites personnelles pour combien de documents vous pouvez déposer chaque fois, ok? Et ça veut dire que vous devez peut-être contacter votre institution ou limite pour parler des limites ici, parce que la plateforme n'a pas un limite qui vous pouvez voir ici pour vos comptes personnels. Alors, il serait mieux, si vous avez des doutes, si vous ne savez pas combien de documents, il serait mieux, ou vous êtes autorisé à déposer, il serait mieux si vous contactez l'IMIS de votre institution pour en savoir plus. D'accord? Mais rappelez toujours que chaque document que vous déposez compte sur les totals des documents autorisés pour la licence en général, pas seulement votre compte personnel. D'accord? Alors, si je retourne sur mes fichiers, ok, maintenant, je peux commencer alors à analyser des rapports de similarité. Ok? J'ai justement la nécessité de ouvrir un dossier ou choisir un des fichiers et cliquer sur la pourcentage et rentrer sous le rapport. Alors, vous voyez ici que quand vous utilisez les deux options pour déposer, base de données et comparaison de documents, la base de données vous donne immédiatement la pourcentage visible ici dans votre compte. Pour ce qui concerne comparaison de documents, vous devez cliquer sur document à document pour pouvoir visualiser le pourcentage. OK? Les options au-dedans du rapport sont les mêmes. Si j'ouvre, par exemple, document à document, vous allez voir le rapport de similarité, bien sûr. Et si j'ouvre l'autre aussi, on va voir exactement le même rapport, ok? Au moins, la visualisation du rapport est presque la même, ok? C'est justement, les résultats seront différents chaque fois, mais comme vous voyez, on aura similarité, indicateur, rédaction par l'IA, ici un autre. À droite, les résultats de similarité et les filtres. Si je vais ici, ça c'est la comparaison avec la base de données. Encore une fois, on voit tout. Similarité, indicateur, rédaction par l'IA, groupe des correspondances à droite et source à droite et filtre. OK? On ne voit pas les groupes des correspondances sur document à document parce qu'on parle d'une comparaison limitée. Mais ici, on les retrouve. Et je vais vous expliquer comment ils marchent dans un instant. OK? Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? Si vous avez utilisé Authenticate auparavant, vous le savez déjà. Alors, on retrouve les résultats de similarité.
on retrouve les indicateurs qui vous montrent s'il y a du texte remplacé ou du texte caché. Et après, la rédaction par l'IA. OK? La similarité ou la comparaison entre vos fichiers et la base de données marche presque dans toutes les langues connues. Euh, Par exemple, ça marche avec l'arabe, le français, l'allemand, l'espagnol, le japonais, l'anglais, etc. Si vous utilisez la rédaction par l'IA, dans ces moments-là, pour l'instant seulement, la rédaction par l'IA, la détection marche pour les langues anglais, japonais et espagnol. On est en train, on travaille sur l'arabe et on travaille sur le français, mais on n'a pas encore lancé la détection pour le français et l'arabe. Je le dis parce que c'est une question qu'on reçoit tous les fois à la fin de la session. Il y a toujours une question qui a été posée pour ce qui concerne l'identification de la rédaction par l'IA en français et en arabe. Pas encore, mais on pense cette année qu'on aura aussi ces options, d'accord? Mais je n'ai pas de date. Et pour ces moments-là, on parle de japonais, anglais et espagnol et pas d'autres, ok? Et par contre, comme j'ai dit, la similarité, ça marche avec toutes les langues parce que c'est une détection de succession de mots et de caractères et ça peut être presque identifié avec n'importe quelle langue. OK? Alors, similarité, bien sûr, au centre de l'écran, vous retrouvez le fichier que vous avez déposé et à droite, vous retrouvez le taux de similarité global, OK? Les filtres, groupe de correspondance et source. Les filtres sont les paramètres que vous avez déjà vus dans la page du chercheur. OK? Vous voyez ici, comparer les copies à la base de données globale et après les filtres d'exclusion que vous avez vus au début de la session. Moi, je n'ai pas exclu les faibles correspondances, mais je peux changer d'avis directement d'ici. OK? Et je peux alors mettre 10 mots, 17 mots, ce que je veux. OK? Le système va recalculer le taux de similarité si je décide d'appliquer les filtres. Alors, dans mon cas, j'applique pour vous montrer justement ce qui se modifie si les exclusions sont importantes. Si les exclusions ne sont pas importantes, comme dans mon cas, le taux de similarité reste le même, mais quand je commence à, par exemple, éliminer des sources dans la base de données, parce que peut-être je vois que ce travail envoyé, le numéro 1, par exemple, c'est la copie de mon article sur le site internet, que j'ai déjà publié sur le site internet, mais je dois aussi utiliser Authenticate. Dans ce cas, peut-être que je retrouve un faux positif. Et dans ce cas, je peux justement cacher cette correspondance, ok, cette source. Alors, comment peux-je éliminer des sources qui ne sont pas utiles? Alors, je clique sur ce cercle ici pour exclure les sources et elle disparaît. OK? Je le retrouve dans la liste exclusion. OK? Alors, je continue à exclure tous ces sources du 90%. Pourquoi? Parce qu'on sait toujours qu'on a des articles de recherche scientifique qui sont écrits à quatre mains. Alors, j'ai Messier Blanc, Messier Rouge, Messier Vert qui travaillent ensemble pour créer un article de recherche. Et pour être que Messier Blanc a utilisé Authenticate, Messier Vert a utilisé Authenticate, Messier Rouge a utilisé Authenticate pour vérifier sa partie. Mais bien sûr, ça veut dire que une fois que si ces documents ont été indexés dans la base de données d'Authenticate, on va retrouver la similarité ici. Et si je retrouve bien sûr le nom de mon collègue ou le nom de mon institution et je imagine que ça c'est l'article que j'ai écrit avec mes deux collègues ou trois collègues,
alors je les exclue parce que euh, c'est mieux d'avoir ces documents que je sais ne peuvent pas être du plagiat et je les élimine, ainsi que j'ai un taux de similarité globale qui est un peu plus fiable pardon, et un peu plus réaliste. OK? On trouve toujours aussi que, par exemple, parfois, on est autorisé à citer ou prendre des statistiques ou des phrases d'un site internet institutionnel, du gouvernement, ou de citer, par exemple, la description d'une théorie scientifique que tout le monde utilise. Et pour ces raisons-là, on n'a pas besoin de mettre des guillemets, etc. Alors, si on a ces phrases, on a ces pièces de texte, bien sûr, le système ne peut pas exclure ce qu'on n'a pas été mis entre guillemets doubles ou, ou quelque chose comme ça. Et pour ces raisons-là, le système va me montrer cette similarité, mais moi, je sais que je n'ai pas besoin d'avoir cette source dans ma liste parce que c'est quelque chose que j'ai utilisé légitimement. Et dans ces cas, alors, je continue à exclure. OK? Et la pourcentage, pour ces raisons-là, se réduit en relation avec les exclusions que je fais. D'accord? Alors, pourquoi rappeler ça? C'est très important parce que, comme je dis au début de la session, on se convainc que, par exemple, un pourcentage de 90%, c'est du plagiat, c'est le système qui m'a montré qu'il y a du plagiat, etc. Mais très souvent, quand on commence à exclure ces sources, on retrouve qu'il n'y a pas de plagiat, il y avait seulement une similarité qui peut être expliquée très simplement, et qu'on peut justifier très simplement. Et pour cette raison-là, il est important d'analyser ces résultats et de retrouver s'il y a effectivement euh, des preuves qu'il y a potentiellement du plagiat ou pas. Et comme j'ai dit, le système seulement détecte la similarité. Le plagiat, c'est un jugement que vous donnez à un article, une thèse, etc., vous-même après d'avoir analysé, pas avant. La pourcentage toute seule ne peut pas vous montrer s'il y a du plagiat. Vous avez besoin d'analyser. OK? Comme vous voyez ici, moi, j'ai exclu plusieurs sources. Mettons que ces sources étaient légitimes, j'avais toutes les raisons du monde pour les inclure dans mon texte sans les citer. Et avec ces exclusions, maintenant, le taux de similarité globale s'est réduit et on a 24% maintenant. OK? Si j'avais, par exemple, décidé de juger ce texte avec le taux de similarité initial qui était 90%, on aurait eu vraiment euh, euh, un erreur de jugement, bien sûr. On aurait fait une erreur et peut-être causé des problèmes à un auteur qui avait écrit quelque chose d'original. OK? C'est toujours important d'analyser les sources. Alors, s'il y a par exemple s'il y a par exemple un taux de similarité globale de 24% du début, OK? Et alors, moi, je pourrais être euh, dans la situation de penser, OK, le 24%, c'est quelque chose qui n'est pas euh, trop large. Je pense que le texte est original, OK? Mais si vous commencez avec un 24% de similarité globale, ce ne veut pas dire que le texte est original. Pour voir si le texte est original, c'est très facile à vérifier, au moins si vous vérifiez vos filtres. Si vous n'avez pas appliqué des filtres, dans mon cas par exemple, j'ai exclu la bibliographie, exclu les textes cités, etc. Mais imaginez de n'avoir pas exclu rien ici. OK, de n'avoir pas exclure le texte cité, la bibliographie, les références, etc. OK? Je ne fais rien du tout. Et sans ces exclusions,
il est très très rare de retrouver un taux de similarité du 20% ou un taux de similarité qui est très réduit. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans nos textes académiques, n'importe quel sujet on traite, on peut parler de loi, de sciences, de littérature, etc. Mais tout le monde, si on crée un article de recherche, une thèse, on utilise toujours des citations. Alors, si je n'ai pas exclu bibliographie, citation, etc., c'est très rare de retrouver une similarité qui est très très réduite comme 20%, 18%, 15%, etc. Parce que normalement, c'est qu'on cite qu'on, occupe beaucoup d'espace au-dedans de notre texte et bien sûr, ce qu'on cite vient d'autres auteurs, d'autres articles de recherche et ça veut dire que le pourcentage devrait être un peu plus élevé. OK? Il est toujours possible, bien sûr, d'avoir quelqu'un qui est capable d'écrire quelque chose de nouveau et si original que le pourcentage est très réduit, mais c'est rare. Normalement, moi, je m'attendrais un pourcentage de similarité sans avoir utilisé les filtres au moins de 40%. Et une fois que je commence à filtrer, le pourcentage se réduit. OK? Parce que les citations, comme j'ai dit, même la bibliographie, incrémente le pourcentage de beaucoup parfois. Et l'avoir de 10% ou de 20% du début, c'est un peu, peut-être parfois, trop petit comme pourcentage. OK? Mais comme j'ai dit, il y a bien sûr des cas où il y a quelqu'un qui écrit quelque chose de si original qu'on ne pouvait pas calculer d'autres pourcentages. Il pourrait être aussi que le pourcentage est réduit parce que les sources que votre auteur a utilisées ne sont pas encore sur Authenticate. Dans ces cas, vous pouvez nous contacter et nous donner les sources que vous voulez qu'on ajoute pour avoir des résultats qui sont plus précis dans le futur. OK? Ainsi que ça, c'est un peu l'interprétation des résultats de similarité. Si vous cliquez sur une de ces sources, par exemple, mettons la source Internet ici, le système montre où la phrase qu'on a prise de ce site se trouve au-dedans de mon texte. OK? Et vous voyez qu'on peut exclure le texte aussi si vous voulez pour éliminer le texte surligné. OK? Mais c'est quelque chose d'utile. Si vous utilisez, par contre, par exemple, vous voyez qu'on a ce message affiché, les sources sous-jacentes, que c'est la visualisation qu'on voit maintenant. Mais si je décide de changer et cliquer sur la couleur vert, OK, moi je retrouve le sommaire des sources qui a été choisi par l'algorithme d'Authenticate. L'algorithme choisit cette liste de sources selon la similarité entre le texte et les sources et aussi la date d'inclusion de ces sources au-dedans de notre base de données. Si la date d'inclusion est très récente, ces sources seront choisies avant d'autres. OK? Ça veut dire aussi que même si le sommaire déjà vous montre les couleurs et les phrases surlignées au-dedans du texte, ça ne veut pas dire que votre auteur a justement pris de contenu de cette liste parce que l'algorithme ne sait pas ce que vos auteurs ont fait, ont lu, etc. Alors, moi, je trouve que pour ma part, les sources sous-jacentes sont plus utiles pour moi, mais si vous voulez, vous pouvez utiliser les sommaires. Je sais que dans la version d'Authenticate, la première version, la sommaire des sources était très populaire, mais je crois que quand vous commencez à exclure dans les sources sous-jacentes, ça va être un peu plus peut-être fiable parce que vous pouvez choisir ce que vous pensez votre auteur a fait ou lu, recherché, etc. D'accord? Alors, on a une section additionnelle ici, les groupes de correspondances. Alors ici, vous vous retrouvez des sources qui ont été utilisées par l'auteur
mais qui contient des phrases qui n'ont pas été citées correctement. OK? Par exemple, ou qui manquent de citations, etc. OK? La chose qui est intéressante ici, c'est que si votre auteur a utilisé, mettons, ce site internet ivi.fm, mettons, si j'ai pris des contenus qui viennent de page numéro 1, 3, 5, 7 de cette page internet, je peux retrouver ici combien de paragraphes, des blocs de texte, comme on les appelle, on a retrouvé pendant la comparaison. Dans le cas de ev.fm, je retrouve un bloc de texte, un paragraphe entier, mais souvent on retrouve trois blocs de texte. OK? Donc, ça veut dire que je retrouve le premier. Ici, je pourrais cliquer sur continuer et je peux retrouver la deuxième, la troisième partie, etc. OK? Mais quelle est l'utilité d'utiliser les groupes de correspondance? Alors, l'utilisation de ces groupes de correspondance est que si par exemple j'ai utilisé ivi.fm pour citer par exemple, il pourrait être que j'ai pris du texte pour les passer comme mien, comme original, mais je l'ai seulement copié. Alors dans ces cas, je veux retrouver le texte surligné parce que j'ai besoin de montrer à mon auteur que je retrouvais peut-être un cas de plagiat sur son texte. Mais aussi, je peux retrouver par exemple dans ce site, mettons un deuxième bloc de texte où j'ai seulement peut-être inclus la description d'une théorie scientifique qui peut être seulement décrit et expliqué de la même manière. Ok, par exemple, moi, si j'ai écrit, si j'ai copié-collé ce premier paragraphe, mais après, j'ai écrit un deuxième paragraphe qui aussi apparaît dans ev.fm où je, par exemple, explique la théorie scientifique de Einstein, non, la théorie de la relativité. Si je mets la théorie de, je mets, pardon, la théorie de relativité mot par mot ici, ça, bien sûr, ne peut pas tricher mes collègues parce que personne va penser que j'ai inventé la théorie de relativité. Non, ça est quelque chose d'accepté que s'il y a une théorie comme ça, si populaire, si fameuse, que je la mette directement ici sans devoir la citer parce que tout le monde sait qu'il a écrit. Et ça veut dire que s'il y a peut-être ce paragraphe avec cette théorie scientifique, je veux la exclure parce que ça n'est pas de plagiat ou de similarité irrégulière. Alors, je peux exclure le texte et ce texte disparaîtra du texte surligné pour ev.fm, mais seulement cette partie, pas les autres. Ça veut dire que je ne dois pas exclure la source entière, ev.fm, mais seulement les parties de cette similarité qui sont peut-être acceptables ou pas acceptables. D'accord? Ainsi que c'est quelque chose d'utile aussi. Si par exemple la théorie de relativité de Einstein existe sur ev.fm, mais aussi sur amprox.com, la phrase qui appartient à Einstein disparaîtra de toutes les sources qui sont représentées ici, seulement avec la première exclusion. Si j'exclus la théorie de relativité immédiatement de ev.com, pardon, ev.fm, elle disparaîtra aussi du reste des sources. Parce que ça exclut seulement la phrase et pas la source. Et la phrase peut-être qui a été recyclée, réutilisée dans plusieurs sites. Et pour cette raison-là, une fois que je l'exclus une fois, elle disparaîtra de la liste entière de toutes mes sources. D'accord? Alors, la liste des groupes de correspondance marche avec la langue anglaise, mais si vous avez des textes en arabe, en français, en allemand, etc., vous n'allez pas retrouver les groupes de correspondance parce que cette option a été testée seulement sur la langue anglaise. D'accord? Alors,
justement pour connecter la dernière option qu'on a pour analyser correctement la similarité, on a les indicateurs, ok, ici. Texte caché ou texte remplacé. D'accord? Alors, indicateur pour texte masqué, ça veut dire que j'ai, par exemple, du texte en blanc au-dedans de mon article. Et dans ces cas ici, vous voyez que j'ai des rectangles ici en rouge. Ces rectangles sont des guillemets en blanc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que moi, j'ai copié-collé ces deux paragraphes dans site internet, ok? J'ai décidé de les passer comme si si je les avais écrites, ok? Mais pour faire ça, j'ai décidé de mettre des guillemets en blanc parce que je sais que l'éditeur a l'opportunité de filtrer les citations. Alors, si je mets les guillemets ici, une fois qu'Authenticate commence à exclure les citations, Authenticate exclura ces paragraphes aussi parce que ces paragraphes sont au-dedans entre guillemets. OK? Mais bien sûr, les indicateurs me montrent qu'il y a de la manipulation et pour ces raisons-là, moi, je sais que je peux alors euh, contacter peut-être l'auteur de cet article et lui demander parce que ils ont décidé d'ajouter du texte en blanc au début d'un paragraphe et à la fin. Quelle est la raison pour ça? Et on peut analyser un peu les intentions, ok? S'il y a eu de la manipulation pour plagier ou pas. Mais pour cacher du texte et passer quelque chose comme original, même si je l'ai copié dans notre site, par exemple, on a l'opportunité aussi de cacher du texte entre un mot, entre deux mots. Par exemple, moi j'ai décidé de mettre des voyelles, la E, entre around, the, same time, etc. OK? Alors, j'ai mis ces caractère parce que je pense ou j'espère que personne ne va pas retrouver la source originale parce que la source originale n'incluait pas ces E, ok? C'est U, pardon, la E, c'est U. Alors, le texte que j'ai copié d'un autre auteur n'incluait pas ces caractères cachés, ces U cachés, et Authenticate me montre, pardon, immédiatement les rectangles avec la lettre en rouge pour me montrer qu'il y a eu de la manipulation. Ok, encore une fois, une manière pour soutenir votre analyse, pas pour accuser quelqu'un, mais pour peut-être relancer une conversation entre vous et l'auteur, par exemple, pour lui demander pourquoi il a fait ça, pourquoi on avait besoin de ces caractères, etc. On a aussi l'opportunité de voir s'il y a du texte caché en rouge comme ça, ok? Pourquoi cacher du texte en blanc comme ça? Parce que si je cache du texte en blanc, normalement, la raison est que je ne veux pas que quelqu'un retrouve ce texte en blanc, ok? Dans mon cas ici, c'est la même chose. Je ne veux pas que mon texte soit lu par mon professeur, mon éditeur, etc. Mais la raison, pardon, pour cacher ce texte en blanc ici, c'est pas pour tricher le système, c'est pas pour passer ces phrases comme originales, c'est pour incrémenter le nombre de mots. Ok? Peut-être que mon éditeur demande toujours des articles qui contiennent au moins 7000 mots, par exemple. Et moi, je n'avais pas le temps d'écrire 7000 mots, je n'avais pas envie d'écrire 7000 mots, j'ai écrit 100 000 mots. OK? Mais pour manipuler un peu le nombre de mots sur mon document Word ou sur le PDF, j'ai décidé d'ajouter des phrases en blanc pour incrémenter le nombre de mots. D'accord? Bien sûr, même si le texte est en blanc, Word, PDF, etc., continue à calculer le nombre de mots. Et pour ces raisons-là, si je suis un professeur et je ne vois pas les mots en blanc, je pourrais penser, oh ok,
j'ai vérifié le nombre de mots, c'est 7000 mots, c'est bien. Mais dans ces cas, vous pouvez retrouver s'il y a effectivement de la manipulation additionnelle. OK? Vous pouvez toujours retrouver le nombre de mots si vous voulez, ici sur l'icône des détails, des infos. OK? Si je vais sur Fichier, je retrouve le nombre de mots et je retrouve, oh pardon, et je retrouve nombre de caractères aussi et nombre de pages, etc. OK? Ça, c'est texte masqué. Si je ou si j'ouvre caractère remplacé, ici, c'est la même chose, mais je n'ai pas caché des caractères en blanc. J'ai décidé de remplacer des caractères avec de l'alphabet latin que j'utilise tous les temps, par exemple, avec le même caractère de l'alphabet cyrillique. Les deux alphabets ont des lettres qui sont très similaires. Et dans ces cas, moi, j'ai ajouté la voyelle A qui est très similaire et mes yeux ne peuvent pas distinguer la différence. Et je pense, OK, avec cette addition de caractères cyrilliques, le système ne pourra pas retrouver la source originale. Ça n'est pas le cas. Même si vous avez des caractères en blanc, si vous avez des caractères remplacés, si la source d'où vous avez pris le texte existe dans la base de données, elle sera identifiée. D'accord? Mais peut-être que je ne sais pas ça et je continue à remplacer, à cacher, etc. pour essayer de tricher le système. D'accord? Et ça, c'est très important parce que ces types de manipulations ne sont pas toujours sous nos yeux et parfois il est difficile d'imaginer que ce type de manipulation existe. OK? Et ça existe pas seulement au niveau d'étudiants de baccalauréat, par exemple. On les a vus avec des étudiants de maîtrise et aussi de doctorat. Bien sûr, on parle de la minorité des étudiants. On ne parle pas que d'un système où tous les étudiants ont décidé de tricher, de manipuler. Pas ça. Moi, je vous donne seulement les exemples où il y a la minorité, une minorité d'étudiants qui peuvent penser à ce type de manipulation et peuvent l'essayer au-dedans d'un article, d'une thèse, etc. D'accord? Alors, une fois que vous avez analysé la similarité, vous pouvez alors commencer à analyser la rédaction par l'IA, ok? L'analyse de la rédaction par l'IA. Alors, une grande différence entre l'analyse de la similarité et de la rédaction par l'IA. La similarité, comme vous savez, c'est une comparaison textuelle. Votre texte comparé avec d'autres fichiers, d'autres textes qui sont au-dedans de la base de données d'Authenticate. Avec la rédaction par l'IA, on n'a pas une comparaison textuelle. Ça veut dire qu'on ne compare pas votre texte avec une base de données de texte écrit par l'IA. Ok, c'est pas ça. Ce qu'on fait, c'est une comparaison linguistique. Ça veut dire que votre texte, votre article sera divisé par section de plus ou moins 200 mots. Ces 200 mots seront comparés dans cette manière. Vocabulaire, grammaire, syntaxe, normalement identifiés dans l'écriture de l'intelligence artificielle. Par exemple, mettons que l'intelligence artificielle commence chaque phrase avec, ou plusieurs phrases avec des adverbes. Par exemple, souvent, très souvent, normalement, etc. Ça, c'est très souvent des éléments qui nous montrent qu'il y a de l'IA. Un autre élément, par exemple, seront la règle des trois. La règle des trois, la règle, non pas la règle, la règle des trois, pardon, c'est en anglais que c'est la rule of three, la règle des trois. Ça veut dire que on commence peut-être des paragraphes ou des descriptions dans notre article qui dit, par exemple, OK, ces phénomènes, on peut l'expliquer avec trois exemples. Un, deux, trois.
Ça, c'est la règle de 3. Ok, ça, c'est quelque chose que l'IA utilise très, très beaucoup. Ok, très, très beaucoup. Et ça, c'est quelque chose qu'on considère quand on analyse votre texte et vos sections de texte de 200 mots. Encore une fois, on regarde, par exemple, bien sûr la grammaire, on a toujours le même temps verbal qu'on utilise, la même manière de euh, euh, créer les phrases. Euh, on a aussi la manière de euh, créer des paragraphes qui ont euh, ont le même nombre de lignes. Par exemple, mettons qu'un paragraphe ici contient 3, 6, 9, 11 lignes, ok? J'ai 11 lignes dans ces paragraphes, ok? Normalement, quand on écrit sans utiliser l'IA, nos paragraphes nous montrent toujours qu'ils sont peut-être d'une largesse différente. OK? Je commence avec 10 lignes, après c'est 5 lignes, après c'est 18 lignes, etc. C'est toujours différent. Moi, quand j'utilise par exemple l'IA peut créer des paragraphes qui sont très similaires pour ce qui concerne peut-être le nombre de lignes, etc. Ici, par exemple, j'ai, je sais pas, quelque chose qui commence avec 6, 7 lignes et 3 et 5, après 5 et 4. Ça va se répéter constamment avec l'IA, ok? Et vous voyez que nos sections ici, par exemple, la section que je regarde ici pour ce qui concerne A Bold New Design, Technological Innovations, Cultural Impact and Legacy, etc., ne sont pas trop larges, sont très très petits en largesse et ça souvent aussi est un signe d'utilisation d'IA, mais bien sûr d'écriture IA, pardon. Alors, ça ne veut pas dire que ça marche toujours de la même manière, mais c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Et ça, c'est exactement ce que la détection IA cherche. C'est la répétition, la reproduction de la manière d'écrire que les systèmes IA représentent et utilisent chaque fois quand vous les demandez d'écrire un texte pour vous. OK? Euh, D'autres, euh, peut-être d'autres éléments qui vous donnent une idée qu'il y a de l'IA, par exemple, c'est quand on retrouve des citations d'auteurs, de titres d'articles qui n'existent pas. Ça, c'est quelque chose que l'IA fait toujours. Vous pensez que peut-être l'IA, quand vous lui le demandez de créer des citations, de la bibliographie, une bibliographie, etc., que l'IA va justement retrouver les citations correctes, une liste d'articles pour la bibliographie qui existe, mais ça n'est pas toujours le cas. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut bien sûr immédiatement retrouver au-dedans de vos textes. D'accord? On a, eux, des exemples euh, par exemple, euh, d'étudiants qui avaient décidé de progresser avec un doctorat et ils ont envoyé, moi, ce sont des exemples réels que j'ai reçus d'universités en Angleterre, et c'est que ces étudiants ont demandé à l'IA d'écrire la proposition pour le doctorat et bien sûr, ça incluait aussi des sources qui n'existaient pas, d'articles de la personne qui a reçu la proposition qui n'existait pas. Alors, l'IA n'est pas logique, l'IA n'est pas un système qui cherche la vérité ou qui cherche la vérité factuelle. C'est quelque chose qui invente des textes sans regarder ce qui est logique, ce qui est effectivement réel. Et ça, c'est important à rappeler si vous l'utilisez pour n'importe quelle raison. Ou si vous êtes bien sûr chargé
de retrouver qui a utilisé l'IA, par exemple, au-dedans de votre institution, entre vos étudiants, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour détecter l'IA, pas seulement avec le texte surligné avec Authenticate? On doit justement travailler pour ce qui concerne un système de dissuasion d'utilisation de l'IA quand l'IA n'a pas été autorisée. Parce que l'IA n'est pas un système du diable, non? C'est pas un système du diable, c'est un système qui peut être très très utile dans les opérations de toujours, mais il est important de la régler. D'accord? Alors, pour la régler, on doit commencer avec les politiques académiques. On doit mettre dans nos politiques académiques quand il est acceptable d'utiliser l'IA, quand il n'est pas acceptable. Par exemple, il y a des universités qui donnent l'opportunité pour, bien sûr, peut-être corriger des erreurs, pour traduire, etc., etc. Il y a des universités qui donnent l'opportunité aux auteurs d'utiliser l'IA pour ces raisons-là. Alors, dans ces cas, il serait mieux de le mettre dans les politiques académiques, d'intégrité académique pour pouvoir donner à tous l'opportunité de voir ce qui a été autorisé ou pas. D'accord? Aussi, on a par exemple, des étudiants mettons, qui sont dyslexiques et ils ont besoin d'utiliser un système, un logiciel qui les aide à écrire correctement. Dans ces cas, si le système qu'on a utilisé est un système IA, il pourrait être qu'on peut le détecter, OK, sur le texte Authenticate. Pour cette raison-là, il est important que l'étudiant euh, puisse se justifier et dire, mais non, mais mon professeur m'a autorisé à utiliser ça pour cette raison ou cette raison-là. D'accord? La politique académique d'intégrité est très, très importante pour ça. Elle doit être claire et inclure exactement ces qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas pour ce qui concerne l'IA, autant que le reste bien sûr, des règles qu'on a déjà expliquées. Une autre manière serait de demander aux auteurs d'inclure un disclaimer avant de l'introduction. Alors, dans cette partie du texte, on déclare, c'est une déclaration où les étudiants ou les chercheurs déclarent s'ils ont utilisé IA ou pas, quel logiciel ils ont utilisé ou quel système IA ils ont utilisé, pourquoi. Parce que par exemple, si moi, je ne m'entends pas trop sûr d'écrire en allemand, mettons, et j'ai besoin du soutien d'un système de traduction, et plusieurs systèmes de traduction maintenant utilisent l'IA. Alors, si je mets ici, OK, j'ai utilisé l'IA pour traduire, bla 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 bla, ça déjà justifie pourquoi le texte a été surligné. OK? Et aussi, pour ce qui concerne, euh, par exemple, les textes utilisés, pardon, le système d'utiliser qui contient IA, on doit toujours faire attention au système qui vous corrige seulement la grammaire ou qui vous paraphrase quelque chose, parce que si ce système contient bien sûr des éléments IA, ils pourront être détectés aussi. Alors, si vous avez utilisé l'IA, vous devez être ouvert et clair avec vos éditeurs et vos professeurs et vous pouvez discuter ou parler de ce que vous avez fait directement avec eux. Mais si vous êtes clair et honnête avec ça, vous n'aurez rien pour vous inquiéter ou pour avoir peur. OK? Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. OK? Mais vous devez être clair et transparent sur ça. OK? Et bien sûr, avec l'IA, on doit aussi toujours penser, bien sûr, que c'est
seulement un système qu'on doit utiliser pour soutenir votre écriture et pas pour faire votre travail, ok, du début. Parce que même si vous pensez que vous êtes peut-être seulement quelqu'un qui utilise l'IA pour éditer, si votre professeur, si votre institution vous a pas donné l'opportunité de le faire, vous êtes en risque et il n'est pas, je crois qu'il n'est pas, euh, ce type de risque, vraiment, ça ne vaut pas la peine de le faire, vraiment. Il serait mieux de toujours communiquer avec votre institution, vos professeurs, vos éditeurs pour discuter si l'utilisation de l'IA ou de certains euh, logiciels ou software de l'IA sont acceptés ou pas par votre institution. Euh, Retenir les versions précédentes de votre document pour montrer que vous avez effectivement écrit beaucoup avant d'utiliser l'IA, c'est quelque chose de très utile aussi. OK? C'est quelque chose qui sera très utile aussi aux professeurs, aux éditeurs pour peut-être identifier des cas d'IA. Parce que si je retrouve ici dans le rapport de détection IA qu'il y a beaucoup de parties surlignées, euh, moi, j'ai tous les droits de contacter l'auteur, l'étudiant ou la personne qui m'a envoyé le texte. J'ai tous les droits de lui demander, OK, où sont les versions précédentes de ton texte que tu as écrit toi-même? Montre-moi comment tu as travaillé dans la version numéro 1, 2, 3 ou 4. OK, ça va soutenir bien sûr l'étudiant euh, s'il peut envoyer cette liste et aussi le professeur qui peut juger si effectivement la détection IA ici a été quelque chose de problématique ou pas. Parce que bien sûr, le système ici peut détecter au 99% que l'IA a été utilisée, mais bien sûr, les systèmes, on retourne au ce que j'ai dit, à ce que j'ai dit au début. Les systèmes ne peuvent pas vous dire, oui, l'IA a été utilisée pour tricher l'université ou pour tricher le système. Ici, le système vous montre justement que vous avez écrit quelque chose ou vous avez utilisé l'IA pour écrire quelque chose ou peut-être paraphraser quelque chose, corriger, etc. Mais ça ne veut pas dire que vous avez utilisé l'IA pour tricher l'université. Si vous l'avez utilisé pour traduire et l'université vous a donné l'opportunité de le faire, alors même si vous retrouvez un taux de détection ici de 99%, ça ne sera pas peut-être dans la plusieurs des cas vu comme un problème. Mais si vous avez utilisé un traducteur IA, par exemple, dans votre texte, et ce traducteur n'a pas été autorisé par l'université, alors ça, c'est peut-être quelque chose de problématique, mais c'est toujours parler, être clair, être transparente avec votre université qui vous donnera l'opportunité de vous expliquer et de dire effectivement ce que vous avez fait et pourquoi. D'accord? C'est très important. Alors, il y a des limites pour ce qui concerne les fichiers acceptés pour l'IA. La similarité à une liste de fichiers acceptés qu'on a vu au début. Ici, si vous allez sur les guides, ici tout à droite, ok, je veux un peu là, peut-être là, ok, mettre comme ça. Alors, on a des guides ici. Vous voyez la petite étoile tout à bas. Si vous cliquez là, vous allez retrouver euh, qu'on a ok, ça ne me laisse pas cliquer aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Mais si vous cliquez sur les guides, ça vous donne les limites des fichiers, incluant les langues autorisées pour l'instant. OK? Si vous avez des listes, par exemple, ici, point numéro 1, 2, 3 ou 4, si les listes ne contiennent pas au moins 300 mots par élément de la liste, la détection ne pourra pas être détectée, mais rappelez que
c'est un élément que l'IA utilise tous les temps. Il est vraiment facile à identifier, même si la détection n'existe pas avec un logiciel. OK? Ressources, si vous voulez utiliser des ressources pour expliquer ce qui se passe avec l'IA, comment expliquer l'IA aux étudiants, etc., vous la retrouvez ici. Et questions fréquentes, c'est bien sûr des questions pour ce qui concerne comment on a créé ce système de détection IA, comment on analyse le texte. Tout ça, vous le retrouvez sur les questions fréquentes. Ici à droite, vous retrouvez des rectangles en bleu quand on parle de texte généré par l'IA uniquement. Si on voit des rectangles en violet, ça veut dire que le texte a été généré par l'IA et après paraphrasé ou reformulé par l'IA. D'accord? Et ça, c'est l'ensemble. Pour ce qui concerne ces rapports de détection IA et le rapport de similarité, vous pouvez toujours les télécharger ici avec cette flèche en gris. Si vous cliquez là, vous avez l'opportunité de télécharger la copie d'origine aussi, autant que les autres. OK? Alors, pour ce qui concerne comment utiliser Authenticate et comment interpréter les résultats, on a justement, je crois, parlé de tout. On peut alors se dédiquer à vos questions parce je suis sûre qu'on a des questions. Ici, vous retrouvez des ressources, mais je vais les envoyer aussi avec l'enregistrement à l'IMIS. Il publie toujours l'enregistrement et les ressources séparément. Et je vais regarder vos questions sur la question-réponse. Ok, alors, pour avoir un meilleur rapport de similarité, est-ce qu'on doit tout exclure? Alors, ça c'est une question qui se répète, peut-être reformulée de manière différente, je peux voir. Alors, pour ce qui concerne les exclusions, moi je vous conseille toujours d'exclure, oui, les citations, bien sûr, la bibliographie, bien sûr, au moins, parce que si on a des phrases entre guillemets, si on a une bibliographie officielle, on sait que ces deux ont toujours, on a toujours les risques avec ces deux d'avoir un taux de similarité plus élevé. OK? Bien sûr, si vous voulez, vous pouvez voir toujours aussi euh, si peut-être on a cité trop. Alors dans ces cas, vous pouvez décider de ne pas exclure parce que si vous excluez tout, bien sûr, le pourcentage est réduit, mais est-ce qu'on peut voir si effectivement le texte n'a pas trop d'original et les citations sont exagérées, ok? Mais si vous n'avez... Alors, ça dépend de votre point de vue, hein. Alors, si moi, j'ai décidé de voir si effectivement les citations et la bibliographie sont vraiment un poids trop lourd pour le pourcentage de similarité, je peux les exclure. Si j'ai l'intention de voir effectivement si combien de texte est original et combien de texte a été justement cité, alors je peux retenir les citations, ne pas exclure, parce que je verrai alors quelles sont les parties du texte surlignées. Je pourrais voir aussi les parties du texte qui sont effectivement sans texte surligné et voir si effectivement on a beaucoup d'original ou pas. Alors ça dépend, ça dépend. Mais oui, si vous voulez réduire le pourcentage, vous devez toujours exclure. Ce que je vous conseille aussi, c'est si vous avez des doutes pour ce qui concerne le taux de similarité accepté par votre institution ou vos éditeurs, contactez-les directement. Contactez-les, n'ayez pas peur de contacter vos éditeurs ou vos professeurs ou la faculté en général pour les demander, OK, est-ce qu'on a un taux de similarité acceptable? Et si on parle de 20%, 30%, 40%, on ne sait pas, ça dépend à parfois de sujets. Parce que par exemple, si on a des sujets scientifiques, on a très souvent des pourcentages acceptés qui sont plus larges. Parce qu'on sait qu'on a beaucoup de théories scientifiques, peut-être aussi des descriptions aussi on parle de lois, on a des descriptions
des lois, etc., on ne peut pas exprimer dans des manières différentes. Et pour ces raisons-là, les pourcentages acceptés pourraient être très différents. Ainsi, ça change de département en département, de faculté à faculté, etc. Et certainement d'institution en institution et d'un éditeur à l'autre. OK? C'est toujours important de vérifier avec les personnes concernées, les personnes qui recevront vos textes, si effectivement il y a un pourcentage acceptable. Dans ce cas, vous pouvez alors réanalyser vos textes pour voir si vous avez oublié des guillemets ou pas, et aussi pour les demander quelle est votre euh, procédure pour ce qui concerne les exclusions, par exemple. Demandez-les. C'est très utile. Et ça va vous donner un peu plus de confiance, OK? Pour ce qui concerne ce que vous avez écrit. Alors, pour ce qui concerne le nombre de mots pour les faibles correspondances, les plus appropriés, il n'y a pas. Il n'y a pas un nombre approprié pour ce qui concerne les exclusions des faibles correspondances. Si vous regardez le rapport de similarité, par exemple, vous voyez un paragraphe de 20 mots et 10 mots sont originaux et 20 mots sont peut-être copiés par une autre source. Alors, peut-être que dans ces cas, exclure 20 mots, 25 mots serait un peu c'est pas trop utile. Mais si vous voyez par exemple que dans la liste de sources, la succession de mots identifiés chaque fois est 10 mots ou 9 mots, et ça, pour mon sujet par exemple, on parle justement de description de théorie, liste de logiciels ou outils à utiliser pour mes expériments. Dans ces cas, alors, il serait peut-être très acceptable de mettre 10 mots, mais ça dépend directement de vous, du champ de recherche dont vous travaillez, etc. Euh, je vous ai montré comment exclure chaque source, ainsi que pour peut-être cacher des sources, même si on parle d'articles, comme j'ai dit pendant la session, des articles que vous avez écrits à 4 mains avec vos collègues, c'est toujours important d'utiliser les exclusions manuelles. Mais tout ça, c'est bien quand vous accédez à votre compte, vous regardez ce que vous avez fait, etc. Si vous voulez savoir s'il y a des problèmes et comment le reste de votre faculté, les éditeurs, etc., excluent, il serait mieux de les contacter directement. OK? Euh, alors, quel est le pourcentage d'IA acceptable dans un test de doctorat ou article scientifique? C'est une bonne question, mais malheureusement, la réponse ne va pas être trop intéressante parce que il n'y a pas un pourcentage acceptable d'IA que nous pouvons vous offrir. Alors, pour ce qui concerne pourcentage acceptable, etc., même, OK, si vous encore une fois, contactez vos professeurs ou vos éditeurs. Ils auront l'opportunité de vous dire si il est acceptable d'utiliser l'IA en premier et s'il y a des limites. Mais pour ce qui concerne notre logiciel Authenticate, nous vous montrons quelles sont les phrases qu'on a détectées comme écrites avec comment on peut dire, avec une manière d'écrire, pardon, un système d'écriture euh, que l'IA utilise tous les temps, mais on ne peut pas vous dire quelle est l'IA acceptable quel est la pourcentage d'IA acceptable parce que chaque institution ou éditeur pourrait avoir une idée différente ou il pourrait être qu'il y a des institutions ou des éditeurs qui vous disent zéro, c'est l'IA acceptable. OK. Un collègue de moi a dirigé un article de son effort, mais après son dépôt sur Authenticate, le rapport conclut 76% et c'est 100% humain. Oui, alors,
Ici, on n'a pas un problème en particulier parce que si on parle de similarité, la similarité est très normale de la retrouver parfois dans des pourcentages très élevés parce que on sait qu'on cite, on sait que on retrouve des phrases qu'on utilise, même si bien citées, on les retrouve au-dedans de notre texte et on le reprend et on l'utilise dans notre texte comme citation. Ça, c'est très bien. Si vous me parlez de un pourcentage IA de 76%, mais a été détecté comme IA, alors il pourrait être que la manière d'écrire de votre collègue est très mécanique, très robotique peut-être, ou qu'il a inclus des éléments comme les éléments que j'ai mentionnés, par exemple la règle des trois, commencer les paragraphes de la même manière chaque fois, par exemple avec des adverbes comme normalement, toujours, euh, au contraire, etc., par contre, etc. Euh, que euh, euh, la taille des paragraphes est toujours la même, etc. Ce sont choses qui peuvent être vues comme écriture IA en même temps et les traductions. Mais si on parle justement de similarité, c'est très normal d'avoir une similarité qui est très large parce que on a des citations. Alors si on exclut les citations, la pourcentage se réduira. Si la pourcentage ne s'est pas réduite, demandez-vous pourquoi vous avez écrit quelque chose qui est si similaire à quelque chose qui a été publié avant de vous. Et peut-être vous avez besoin de changer ces phrases, de peut-être réélaborer ces phrases avec vos mots, vos propres mots un peu plus. OK? OK. Nous n'avons pas de paramètres techniques pour l'évaluation des similarités parce que, comme je dis pour l'IA, le taux de similarité accepté peut varier, peut changer d'institution à institution et de éditeur à éditeur. OK? Il y a des éditeurs qui seulement acceptent 15% de similarité, il y a des autres qui sont contents d'accepter 25% et des institutions, la même chose. Ainsi que vous devez toujours, comme j'ai mentionné, contacter éditeur et faculté pour lui demander. OK? Alors, pourcentage, ok, ok, ça c'est beaucoup de questions sur euh, les pourcentages de similarité et l'interprétation. Alors, on a déjà parlé de ça. Je peux voir que vous avez posé ces questions très tôt pendant la session. J'espère d'avoir expliqué ça. Comment peut-on activer la détection d'écriture par IA? Ça passe automatiquement la détection IA sera disponible automatiquement dans vos comptes parce que le compte institutionnel déjà la contient. Alors, combien de fois pourrait faire... OK. Combien de fois on peut refaire une analyse anti-plagiat sans tenir compte de la version originale? Alors, pour ce qui concerne euh, euh, l'analyse de plagiat, alors, pardon, de similarité, si vous voulez euh, mettre à jour, j'imagine que ça c'est ce que vous voulez dire, mettre à jour le rapport de similarité, alors ça devrait être quelque chose d'automatique, ok? Vous pouvez toujours déposer de nouveau, ok? Mais comme j'ai dit au début de la session, déposer de nouveau utilise des crédits additionnels et ça pourrait être un problème pour ce qui concerne la licence institutionnelle. D'accord? Alors, mon article publié peut être pris comme similaire alors qui sont les nôtres. Oui, et vous, si vous retrouvez vos articles dans la liste des sources, vous pouvez les exclure et ça va vous donner bien sûr un pourcentage réduit. Mais si il y a des éditeurs, par exemple, qui regardent combien de textes vous avez pris d'articles précédents qui, bien sûr, sont les vôtres, mais si l'éditeur considère ou pense que ou juge que vous avez utilisé trop de textes d'un article précédent,
ils pourront vous dire, OK, vous avez autoplagié, OK, mais c'est quelque chose que l'éditeur, que vos professeurs décident eux-mêmes. Si vous avez, par exemple, seulement cité vous-même, je ne sais pas, une fois, deux fois dans votre article, c'est dans votre nouveau article, c'est une chose. Si vous commencez à prendre 50%, 60% de vos articles et le mettre dans un article qui devrait être nouveau, dans ces cas, et vous prenez le risque, oui, d'être accusé d'autoplagiat. Mais ça, c'est quelque chose que seulement l'éditeur ou vos institutions peuvent vous confirmer. D'accord? Euh, ce qui est écrit par Liam n'est pas du plagiat, absolument, absolument, n'est pas du plagiat. Mais c'est quelque chose qui n'est pas, bien sûr, peut-être accepté par la plusieurs parties des institutions. Et pour ces raisons là, c'est un risque de l'utiliser sans informer vos institutions ou euh, les éditeurs. OK. OK, ce sont toutes des questions qu'on a déjà. Alors, non. OK, est-ce que les journaux utilisent Authenticate? Oui. Alors, bonne question. Il y a plusieurs éditeurs, en fait, beaucoup d'éditeurs dans autour du monde qui utilisent Authenticate pour voir s'il y a un problème de plagiat ou de similarité élevée au-dedans des articles. Oui, beaucoup de journaux l'utilisent. Imaginez la collaboration entre Authenticate et Crossref que je vous ai montré au début. Crossref contient milliers et milliers d'articles et des collaborations avec un nombre infini d'éditeurs et ils utilisent tous Authenticate. Ainsi que si vous avez des doutes pour ce qui concerne l'utilisation d'Authenticate dans un journal en particulier, contactez-les et demandez-les s'ils utilisent Authenticate et ils pourront vous dire immédiatement si ça c'est le cas. OK? Alors, je crois que j'ai justement répondu à toutes vos questions. On a continué un peu après l'horaire qu'on avait établi, mais j'espère d'avoir donné des idées à tous pour ce qui concerne comment utiliser votre compte Authenticate, euh, comment analyser les résultats. Il y a aussi des similarités. Et si vous avez d'autres questions, bien sûr, vous pouvez les poser directement à l'IMIST et ils pourront me contacter et ils me contacteront pour recevoir vos réponses, pour vous envoyer des réponses. Pour ce qui concerne l'enregistrement que j'ai dit au début, ça sera publié par l'IMIST et ils auront aussi des ressources à vous envoyer pour ce qui concerne les guides à l'utilisation, les ressources, etc. Alors, moi, je vous remercie pour avoir participé aujourd'hui à cette session. Merci beaucoup pour être resté ici jusqu'à la fin. Et je vous souhaite une bonne journée. Et bien sûr, si je retrouve des questions dont on n'a pas parlé dans la question-réponse, j'enverrai les réponses à l'IMIST directement et ils pourront les partager avec vous. Alors, merci bien à tous. Euh, et si, bien sûr, Madame Nasser a quelque chose à ajouter, je reste ici pour un minute ou deux si vous voulez dire quelque chose. Euh, Sinon, merci beaucoup et je vous souhaite une bonne semaine de Ramadan aussi à vous tous.